Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Diagonaliste dédié aux Diagonales de France, randonnée de longue distance à vélo. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Gilles, un cycliste longue distance chevronné qui a la sympathie de participer à ce podcast. Bonjour Gilles, merci de participer. Dans un premier temps, peux-tu te présenter ? Eh bien, bonjour Marc, je suis Gilles Euzé, j'ai 71 ans et je fais du vélo depuis 2004. Et comment tu as connu les diagonales ? Alors les diagonales, je les ai connues en faisant des brevets des BRM avec des personnes qui sont des chevronnés par rapport à moi et qui me parlaient de diagonales. Donc, comme je suis toujours curieux de découvrir autre chose que ce que je fais ou je sais faire, j'étais intéressé pour savoir de quoi il s'agissait. Puis en écoutant les récits des uns et des autres, et bien, après mes 4 Paris-Brest, j'avais envie de découvrir autre chose. Donc je me suis dit, maintenant je passe aux diagonales. 4 Paris-Brest, c'est pas rien. Donc effectivement, tu as une forte expérience de longue distance avant d'avoir fait tes premières diagonales. Tu en as fait 3 d'affilée. Que peux-tu dire sur ces Paris-Brest ? Alors sur les Paris-Brest, eh bien c'est simple. Moi, en janvier 2011, on me parle avec un copain du club, Pierre, qui me dit « Tiens, je vais faire Paris-Brest cette année. » De quoi il s'agit, je ne connaissais pas, je n'en avais jamais entendu parler. Donc moi ça m'intéressait, on est habitué à rouler ensemble en club et on roulait en harmonie, souvent tous les deux là. Donc il était d'accord, on a fait le 200, le 300, enfin tous les BRM nécessaires. Et on a fait le Paris-Brest 2011 ensemble. On ne s'est pas quitté d'une demi-roue sur tous les brevets, sur le Paris-Brest. Et on a fini très bien tous les deux, très heureux. Donc sans expérience de longue distance, ta première longue distance a été un Paris-Brest. Oui. En combien de temps tu l'as fait ? Eh ben, on l'a fait en 71 heures. C'est un très bon temps pour un premier Paris-Brest. Ouais, et si on avait moins discuté sur les ravitaillements et tout, parce qu'on connaissait plein de monde, surtout mon copain Pierre qui connaissait beaucoup de monde de la CP entre autres, et puis lui il était dans le vélo depuis très longtemps, moi je découvrais. On a passé du temps à discuter, et puis voilà. Mais bon, on était très heureux de notre temps, et puis le principal c'est de se faire plaisir, donc rencontrer des gens, discuter et se faire plaisir physiquement. Si je comprends bien, tu m'as dit début du vélo 2004, Paris-Brest 2011, ce qui fait 7 ans, et 2 ans avant Paris-Brest, tu ne savais pas ce que c'était et tu as dit on y va. Ah oui. Félicitations. Merci. Donc celui-ci c'était à plusieurs, avec la personne que tu viens de citer et les autres. Alors les autres 2011, donc on en a fait de la promotion dans le club. On a réussi à décider 3 autres personnes pour 2015. Donc on devait partir à 5, mais malheureusement Pierre, avec un problème de santé, n'y a pas participé. Donc on est parti à 4. Et là, on était 3 hommes, une femme, et puis ça s'est très bien passé, c'était super. Si ce n'est que comme on avait Florence avec nous, d'autres femmes se sont greffées à notre groupe, et puis et à un moment donné, j'étais obligé de dire, les filles, là, on arrête de discuter, on pédale, parce qu'on va plus être, on sera hors délai. Donc on a réussi à finir en 80 heures. C'était bien, l'objectif était atteint, et tout le monde était heureux. Ça, c'était le deuxième. Le deuxième. Le troisième. Le troisième, je me suis dit, là, j'aimerais me faire mon Paris-Brest, le mien, tout seul. Donc, 2019, donc là, j'ai fait les brevets, les BRM précédents avec tout le monde, comme d'habitude. Et là, j'ai pris le départ tout seul. Donc, toujours le lundi matin à 5h. Mes 4 Paris-Brest, c'était à 5h, parce que moi, j'aime dormir avant de partir. Et puis, donc là, je l'ai fait en 72 heures. Tout seul. Tout seul. Alors tout seul, on sait ce que c'est qu'un Paris-Brest, on n'est jamais seul sur la route, mais j'étais surpris, je me disais, je vais pouvoir prendre des groupes et puis profiter un peu, là, puisque je suis tout seul, profiter. Et je me suis souvent retrouvé seul, soit c'était trop rapide, ceux qui me passaient, ou soit je rattrapais, donc mais j'ai été surpris de devoir rouler autant seul. Pourquoi tu m'as dit j'aime dormir avant de partir ? Ah, parce que moi professionnellement, moi je conduisais les trains, donc je sais ce que c'est que les problèmes de sommeil et de travailler à toute heure de jour et de nuit. Et disons que j'ai toujours fait une phase de 3-4 heures de sommeil avant de partir quand je le pouvais, avant de partir travailler. Et je sais que moi, avec 3-4 heures de sommeil, 20h, 23h, je passe la nuit à travailler, ça me va bien, quoi. Donc le Paris-Brest, moi j'avais dit au copain Pierre qui avait des problèmes de sommeil, je lui ai dit, écoute, on dort avant de partir, parce que quand on part le dimanche,
Depuis le dimanche matin, on est sur le terrain, il y a l'activité, on voit du monde, tout ça, on a beau être calme et tout, mais c'est stressant, ça prend de l'énergie, et on part avec, moi je dis, une certaine fatigue déjà, encaissée. Donc on cumule, alors que si on part avec, déjà le corps se repose d'être allongé, et on repart détendu, et une dose de sommeil, et puis ça se passe bien. Tu m'as dit que tu dormais de 20h à 23h, donc tu es un petit dormeur, tu as besoin de peu de sommeil? Ah non, 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 moi, encore aujourd'hui à 71 ans, je fais 8 heures de sommeil sans me réveiller. J'ai cette chance-là. Et il y a 10-12 ans, je dormais certainement au moins 9 heures. Mais je sais que une petite dose de sommeil permet de tenir longtemps derrière, quoi. Et pour le premier Paris-Brest, on s'est levé, parce qu'on logeait un petit peu à proximité de Saint-Quentin-en-Yvelines, on s'est levé à 2 heures du matin le lundi pour prendre le départ à 5. On s'est recouché le jeudi à 6 heures, on est arrivé à 4h, 4h30, on s'est recouché à 6 heures, donc ça nous fait 76 heures. En 76 heures, nous n'avons dormi que 4 heures. Et comment tu gères, toi, si peu de sommeil, alors que tu es plutôt un bon dormeur? On m'aurait dit avant de partir, tu ne dormiras que 4 heures, j'aurais dit, c'est pas possible, tu me connais pas, moi je dois dormir plus que ça. Et on se découvre, on ne se connaît pas, on ne connaît pas nos limites, notre résistance. C'est impensable, ce dont on est capable, mais comme on ne se met pas à l'épreuve, on ne se met pas dans le besoin, on ne peut pas les connaître nos limites. C'est-à-dire qu'on peut aller plus loin que ce qu'on imagine. Ah, complètement. Ah oui. Donc, Paris-Brest, tu as dit que tu roulais seul, des fois tu suivais des pelotons, mais il y a quand même beaucoup de monde. Hein. C'est une manifestation avec énormément de participants. Une diagonale, c'est tout seul. Revenons-en aux diagonales. C'était quoi tes diagonales? Tu en as fait 3 d'affilée. Oui, mon copain Dominique Pelletreau de la Turballe. C'est lui qui m'a appris à rouler. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la première fois qu'on a fait un BRM en 2011, c'était le BRM 200 organisé par le club de la Turballe, on part avec Pierre le copain, comme quand on fait le tour des 3 clochers le dimanche matin, quoi. Et on avait discuté un petit peu avec le départ, il me dit, oh là les gars, si vous voulez faire un Paris-Brest, c'est pas comme ça qu'on roule, quoi. Donc il nous a appris, dans une côte on soulage, sur le plat on roule, et dans les descentes on pousse. Ça c'est fondamental. Et donc pour les diagonales, eh bien, on était parti sur quoi là Sur les diagonales, tu en as fait 3 d'affilée. Ah oui, j'en ai fait 3 d'affilée, oui. Parce que justement, en discutant avec Dominique, et lui, il en est rendu à 15 ou 16, un truc comme ça, là. Et donc Dominique, et puis Jean-Claude Chabiran d'Angers, à qui j'en ai parlé, les deux m'ont dit, mais séparément, tu arrives à 71 ans, si tu veux faire des diagonales, il est temps que tu t'y mettes. Donc j'avais programmé de faire des diagonales en 2024. Donc j'avais prévu de faire une diagonale en 2024. Il s'avère qu'en janvier 2024, j'ai fait une mauvaise chute à la neige qui m'a détruit l'épaule droite, qui s'est résumée avec une prothèse en décembre 2024. Donc l'année 24 a été en pointillé au niveau du vélo. Et après l'opération, j'étais immobilisé à la maison. Donc je me suis dit, à 71 ans, je viens de perdre une année. Là maintenant, j'ai pas le temps d'en perdre une deuxième. Et puisqu'il faut faire des diagonales, je vais faire le triangle. J'en enchaîne 3. Donc j'ai mis à profit ces 2 mois d'immobilisation à la maison pour faire la trace sur la carte et mes feuilles de route. Je remercie au passage Yves, le copain du club, qui m'a formé informatiquement pour faire mes feuilles de route, parce que je ne suis pas du tout un champion de l'informatique. Et donc j'ai décidé de faire le triangle Brest-Perpignan, Perpignan-Strasbourg, Strasbourg-Brest. Mais c'était théorique, je n'avais aucune assurance du résultat. Mais je me suis mis ça dans la tête. Je me dis, maintenant j'ai plus de temps à perdre, il faut que je le fasse. Faire une diagonale qu'on n'a jamais faite, ça peut être impressionnant. Toi, tu te dis, je fais un triangle. Oui, parce que, merci Marc, grâce à toi, j'ai entendu parfois dans certains podcasts, parce que j'y suis très fidèle, des gars qui racontaient qu'ils avaient, sur des problèmes quelconques, abandonné sur des Paris-Brest et qu'ils avaient réussi à faire une diagonale. Donc je me suis dit, s'ils n'arrivent pas à faire un Paris-Brest, ça arrive, mais qu'ils arrivent à faire une diagonale. Moi, j'ai fait mes 4 Paris-Brest sans être détruit à l'arrivée. Je me suis dit, il n'y a pas de raison, je dois essayer. Donc, comme je suis curieux de nature et puis que l'esprit de compétition quand même, bien que ce ne soit pas une compétition, mais c'est toujours un challenge, un défi, et je me suis dit, allez, je tente le triangle et puis advienne que pourra.
Et comment il s'est passé ce triangle? T'es parti avec toi, tout seul? Eh ben, je suis parti tout seul de Brest le lundi matin 12 mai. J'ai pointé à 4h30. Je suis arrivé à Perpignan dans l'après-midi. Donc j'avais du délai horaire, hein, parce que je crois que les 89 heures m'emmenaient à 21 heures, un truc comme ça, là. Je m'étais organisé pour être en repos, ma femme venait me rejoindre pour être en repos vendredi, samedi, dimanche. Et le lundi matin, je reprenais mon vélo, même programme, direction Strasbourg. Je suis arrivé à Strasbourg à 8 heures. Ma femme est venue me rejoindre. Et puis là, c'était prévu que je reparte le lundi matin pour Brest. Mais un décès dans ma famille nous a modifié l'emploi du temps. Nous sommes rentrés sur Nantes le dimanche, parce que je suis nantais. Et je suis reparti après la sépulture qui était le mercredi matin. Je suis reparti le mercredi en fin d'après-midi pour Strasbourg. Et j'ai repris le départ de Strasbourg. Mon vélo était resté à l'hôtel. J'ai repris le départ de Strasbourg le jeudi matin pour arriver le dimanche en après-midi à Brest. Donc un triangle, mais entrecoupé de quelques jours. De repos, oui. De repos. Et quand tu étais à Perpignan, c'est pas dur de passer 3 jours de congé avec son épouse et de repartir après? Non, parce que les copains au club, ils se foutent de moi. Je l'avais dans la tête. Ils disent avec Gilles, c'est dans la tête. Mais c'est vrai, c'est dans la tête. Et moi, je dis à qui veut m'entendre ou m'écouter, il faut se donner des défis, il faut se les mettre dans la tête. Et quand on veut, je dis qu'on peut. Quand il n'y a pas de problème majeur mécanique ou physique, hein, on s'entend, hein, mais il faut sortir de sa zone de confort, il faut se provoquer, on se rend compte qu'on est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on pense. Tu es parti le 12 mai. Quand on parle le 12 mai, selon la région où on habite, on n'a pas eu le temps de capitaliser beaucoup de kilomètres. Ah non, là on peut le dire, parce qu'avec ma prothèse d'épaule, j'ai repris le vélo fin février, tranquillement, parce que vous imaginez bien que quand on vient de suivre une prothèse d'épaule, c'est pas banal, on repart pas à fond la caisse. Donc non, je suis parti sur mes diagonales le 12 mai, je n'avais que 3000 km dans les jambes, sachant que l'année 2024 avait été tronquée avec mes problèmes d'épaule, quoi. Donc oui, non, j'avais pas un grand stock de kilomètres. Et tu t'es entraîné normalement ou tu as fait du fractionné ou comment tu as fait pour avoir assez de confiance en toi pour partir faire un triangle avec 3000 km? Alors sur les conseils de Daniel Jacob, qui fait d'excellents articles dans la revue fédérale, je me disais je vais faire du fractionné parce qu'il donne l'explication, mais je n'ai pas la volonté, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc j'ai roulé, j'ai quand même fait deux BRM 300 et puis les diagonales on engage des frais, donc je me suis dit avant de tout réserver les hôtels et tout et d'engager les frais, je me mets en situation de diagonale. Donc mon vélo, je m'étais fait un porte-bagages pour mon vélo pour fixer les porte-bidons comme je voulais, et puis mon duvet et tout ça là, et puis un sac étanche dessus avec mes affaires. Donc je me suis mis mon vélo, je l'ai mis en situation de diagonale, et j'avais prévu de faire 300 en partant de chez moi sur 3 jours consécutifs, parce que c'est un peu la norme, hein, 280-300 km par 24 heures pour une diagonale. Donc je me dis, je fais 300. Si je l'ai réussi, je fais les réservations, je pars sur le projet. J'ai fait un premier 300, qui est le BRM du club, là, qu'on fait à Thoiry-sur-Loire, qui fait 300 km avec 3200 de dénivelé. Le lendemain, j'ai fait un autre BRM 300 qu'on a organisé cette année, qui est un autre parcours qui fait 300 km avec 4000 de dénivelé, sachant que c'était supérieur au dénivelé que j'avais sur mes traces de diagonale, quoi. Je me dis, si je fais ça, c'est bien. Et j'avais prévu de doubler le premier ou le deuxième. Et le soir du deuxième 300, je me suis rendu compte que j'étais pas plus fatigué que la veille, que dans la journée, j'avais roulé avec la même moyenne, et les conditions météo étant identiques à peu près. Donc je me suis dit, c'est pas peine que je me grille, je ne fais pas le troisième, c'est bon, ça me met en confiance, j'y vais. Joli. Dans tes 2-3 ans d'entraînement, tu as dormi chez toi. Pendant ton triangle, tu dormais à l'hôtel. Comment tu as géré ton hébergement? Eh bien, de Brest, je suis repassé chez moi à Sainte-Luce-sur-Loire, qui est juste à la banlieue nantaise. Ça me fait 320 km, ça me faisait gagner une nuit d'hôtel. La deuxième nuit, j'ai dormi à Ribérac, en Dordogne, ça me fait 310. Et comme je n'étais absolument pas sûr de moi, hein, je ne savais pas si tout allait bien se passer, je n'avais pas fait de réservation pour la troisième nuit.
Ce qui fait que là, j'ai roulé, j'étais équipé d'un moyeu sonne avec une bonne lumière. Donc j'ai roulé de nuit, je me suis arrêté 2 fois 1h30, 2 heures dans des aubettes de bus. Et puis j'ai continué comme ça, je suis arrivé à Perpignan. Voilà. Bon, j'ai bien dormi le jeudi soir à Perpignan, hein, je le reconnais. Mais t'accumules pas de la fatigue en bivouaquant, en passant une nuit quasi blanche? Tu le gères bien. Ce que je disais tout à l'heure, il Mhm. suffit de s'arrêter 1h30, 2 heures à dormir et on repart facilement pour 5-6 heures. Quoi. On est... ouais, non, où j'ai cette chance hein, de pouvoir récupérer vite. Quoi. Tu indiquais l'importance de se mettre des objectifs, d'aller plus loin, de repousser ses limites. C'est ta première motivation pour faire des diagonales, par exemple? Bah, c'était de découvrir ce qu'était une diagonale, Mhm. parce que j'ai quand même les copains qui en parlaient. Je voulais changer du Paris-Brest parce que j'en ai fait 4. Je pense pas que j'en referai d'autres parce que bah, je ne ferai pas mieux. Et puis j'ai vu, hein, c'est bon. Et comme j'aime découvrir, et puis les diagonales, bah, c'est de la Fédé quand même. C'est pas la CP, c'est la fédération. Donc c'est intéressant. Et puis ce qui est quand même agréable, c'est bah, de traverser cette France qui est belle. Comme je mets dans mon compte rendu, quitter les clochers bretons en dentelle de granit pour arriver dans traverser le Saintonge et arriver dans le massif des Corbières et tout ça, c'est magnifique. Et j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à observer les paysages, les vignobles, l'architecture. Vraiment, ça a été un plaisir. En solitaire. Oui. Pourquoi? Alors pourquoi en solitaire? Bah, parce que autant on a réussi dans le club à emmener d'autres copains ou copines sur le Paris-Brest. Là, tout le monde me prenait un peu pour un fou quand je parlais de mon projet de diagonale. Donc j'aurais dit, bah écoutez, puis personne ne veut m'accompagner, j'y vais. Et puis j'espère maintenant qu'avec mon expérience, ils vont se rendre compte que, parce que j'en connais plusieurs dans le club qui sont bien plus solides que moi, que bah, si je l'ai fait, ils peuvent le faire. Donc je souhaite que ça fasse des petits dans le club. Et pourquoi tout seul? Bah, moi j'ai découvert, je n'avais jamais roulé seul avant le BRM 600 de Montebourg en 2018, organisé par Stéphane Gibon, où les circonstances de route ont fait que je me suis retrouvé à rouler seul de nuit dans la forêt de Bagnoles-de-l'Orme et puis à continuer le parcours. Et comme j'ai dit, j'avais toujours roulé en groupe, toujours avec quelqu'un. C'est la première fois que je me retrouvais à trop rouler seul. Et à ma grande surprise, eh ben, j'ai apprécié. Je suis très collectif, moi j'ai toujours été associatif et tout, je ne suis pas un solitaire. Eh ben, j'ai découvert que le rouler seul, eh ben, ça me plaisait également. Et pour moi, là, ce fut une découverte, hein, une surprise. Et une prochaine, ce serait peut-être tout seul aussi? J'envisagerais à l'avenir, si tout va bien, si ma femme me laisse le temps, parce qu'elle est pressée de faire en fait, du cyclo-camping, donc elle m'attend maintenant, parce que ça prend du temps, ça familialement aussi, les diagonales et tout ça là. Donc maintenant, il faut que je lui consacre du temps, là, qu'on fasse le cyclo-camping. Mais si je peux, j'aimerais refaire Dunkerque, Menton, Menton-Hendaye, les enchaîner, accompagné ou non. Mhm. Si des copains ou copines veulent m'accompagner, ça sera qu'un grand plaisir. S'il n'y a personne, je retenterai l'expérience seul. Tu en as parlé assez brièvement de gérer l'effort sur la longue distance. Je veux bien qu'on revienne parce que c'est fondamental. Comment toi tu fais pour faire 3 jours d'affilée à 300 km sans au bout de la première journée avoir épuisé toutes tes forces? Eh ben, j'oserais dire que c'est simple. C'est mon copain Dominique Pelletreau de la Turballe qui m'a tout appris. Les côtes, il faut gérer. On monte une côte, pas au ralenti, mais on gère son effort. Moi, j'ai pour habitude de dire aux copains, hein, quand on parle de tout ça, là, il faut toujours sur la pédale exercer la même puissance. Et non pas chercher les mêmes vitesses, mais exercer la même puissance. J'ai pas de capteur, hein, j'ai ni cardio, ni capteur de puissance, j'ai rien du tout, hein, c'est au feeling. Hein. Mais ben, on prend des petits développements adaptés, on mouline quand ça monte, on arrive en haut, ben, on n'est pas essoufflé, on est bien, on peut enchaîner, et puis dans les descentes, on pousse. Et quand on roule comme ça, bien s'alimenter aussi, hein, mais pas trop, faut pas être gêné non plus, mais par contre toujours manger régulièrement, pas se dire je mange à 8 heures et je remange qu'à midi, hein, c'est grignoter assez régulièrement quand même. Hein. Et quand on gère l'effort comme ça, parce que c'est dans les coachs, nous le dimanche matin avec les clubs, là, c'est de la connerie, on peut le dire. Hein. Les gars, dès que ça monte, il faut bourriner, et puis ils arrivent en haut, la langue sur le guidon, et puis ils sont en roue libre après. Alors que c'est tout l'inverse. On monte tranquillement, gentiment, on roule bien sur le plat, et on pousse dans les descentes. Et là, on ne va pas chercher dans les réserves,
physique ni énergétique. On ne va pas chercher toute notre réserve et ça se passe très bien. C'est curieux ce que tu dis parce que je le partage complètement. C'est une vérité dite par beaucoup de diagonalistes et pourtant 95% des cyclistes roulent à l'inverse de ça. Ils ne font pas de longue distance. C'est peut-être ça. Voilà. Effectivement. Pour faire de la longue distance, il faut être bien dans son corps, il ne faut pas avoir de douleur. Sur quel vélo tu roules? Ah, alors là, le vélo, moi j'ai fait un caprice de 70 ans. Je me suis offert un vélo titane, un cadre titane que j'ai acheté d'occasion parce que financièrement ça montait. Et j'ai la chance qu'il était très très bien équipé. Il y avait une potence, je ne me souviens plus de la marque, mais qui a un élastomère dedans qui a une petite souplesse qui absorbe les vibrations. Des bonnes roues, je roulais en 28. En 28, je gonflais à 6 à l'avant, 6,5 à l'arrière. Des Schwalbe. Je n'ai jamais crevé avec ces pneus-là. J'ai pas d'action chez Schwalbe, mais j'ai jamais crevé avec. Et j'ai mon secret depuis mon Paris-Brest de 2015, et ben c'est ma selle. Une selle en cuir de marque Brooks, mais bon, les autres selles sont tout aussi efficaces. Pour moi, l'important, c'est une selle en cuir. Et là, je vais donner la combine, si c'est permis, Marc. Je le tiens du papa d'un copain qui faisait des masques en cuir. Et pour faire ces masques, il trempait le cuir dans l'eau. Et moi, il m'a dit, si tu veux être bien sur ta selle, neuve, alors ça va faire sauter au plafond certains, mais tant pis. Ma selle neuve, je la plonge dans une bassine d'eau, de l'eau de la maison à 55-60 degrés, là pendant 1 minute 30. Je l'ai remise sur mon vélo et j'ai roulé pendant 1 heure. Le cuir était tout mou, il s'est formé. Et je l'ai refait une deuxième fois et ça fonctionne très bien. Et un copain pour Paris-Brest 2015 que j'ai réussi à convaincre, il a acheté sa selle au mois de mai pour le Paris-Brest du mois d'août et il n'a pas eu de problème. Et nous étions 4 en 15 à faire le Paris-Brest. Tous les deux, Didier et moi, on s'asseyait à l'arrivée comme si on commençait. Et nos 2 autres compagnons de route, ils étaient complètement à la ramasse. Donc un rodage efficace de selle Brooks. Et tu la plonges dans l'eau et dans le quart d'heure qui suit, tu vas rouler. Instantanément. Tu la sors de l'eau, okay. Tu la remets sur le vélo et tu roules. Okay. Et depuis, dans mon club, je suis rendu à faire vendre ou à faire acheter plutôt une dizaine de selles comme ça. Ma femme, c'est pareil. On est nombreux maintenant à être passés à la selle cuir. La selle cuir trempée dans l'eau. Trempée dans l'eau, voilà. Tes Paris-Brest, tu les as fait dans un temps que je considère de très bon temps, autour de 70 heures et quelques. Sur tes diagonales, est-ce qu'on peut parler, on ne va pas parler de temps parce que ce n'est pas une performance, c'est quoi ta vitesse toi sur ta feuille de route? Alors ma feuille de route, j'avais faite à 20 km/h. Sur les conseils de Jean-Claude Chaviran, qui m'avait dit, tu sais, attention, ton vélo sera lourd. Et effectivement, mon vélo en situation de diagonale, j'étais à 23 kg. Donc, pourtant, je pensais être au minimum. J'avais emmené avec moi un duvet là, pour parer à toute éventualité mauvaise, en cas de parcours, de problème en parcours. Mais, donc, 23 kilos. Et 20 km/h, tu 20 km/h. J'ai fait ma feuille de route à 20 km/h. Et je me suis rendu compte que je suis parti de Brest le lundi matin. Et j'avais un vent de sud-est de face. Et moi, je faisais une route sud-est. Donc, le vent en pleine face. Alors, pas de chance, parce qu'à Brest, on a quand même une forte probabilité d'avoir du vent d'ouest. Et pas ce jour-là. J'ai pris des orages le lundi midi à partir de Plouay jusqu'à Nantes. J'ai pas cessé d'avoir des orages et du vent contraire et tout là. Et ce qui m'a mis en confiance, c'est que ma feuille de route à 20 km/h, malgré ces mauvaises conditions, je la respectais. Donc, je me dis, la météo va s'améliorer. Ce qui fait que l'ensemble de mes diagonales, j'ai roulé en moyenne, en roulage, à 21,5. Et j'étais, arrêt compris, entre 5h30 et 5h45 au 100 km. D'accord. Donc, une journée type, tu pars à quelle heure, tu arrives à quelle heure? Je partais aux environs de 5h. Alors, ça pouvait être 4h30 ou 5h, 5h15. C'était 5h. Et donc j'arrivais 17-18 heures plus tard, 17h, 20h, 21h, 22h. C'était selon. Pour venir à la maison à Nantes, j'avais 320 km, donc j'étais un peu plus. Mais quand j'étais limité à 300 km, oui, je mettais 16h, 16h30. C'est déjà des belles journées. Oui, mais ça laisse du temps pour dormir. Exactement. Ouais. Exactement. Alors, quand je te vois là, Gilles, tu as l'air en pleine forme. On est à la semaine fédérale, tu es bronzé, on sent que tu es en pleine forme.
Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'importance du sport dans ta vie ou d'ordre général? Ah bah je pense que c'est fondamental. L'activité physique est fondamentale. Moi j'ai fait 35 années de compétition de tennis de table. Je suis toujours allé travailler jour et nuit, été, hiver à vélo. Et puis j'ai toujours été actif, quoi. Toujours tous nos déplacements qu'on peut faire en ville ou partout, c'est toujours à vélo. Je ne prends la voiture que si je ne peux pas faire avec le vélo. Et puis c'est fondamental quoi, pour la santé. On n'a pas l'estomac qui déborde. En 71 ans, on est encore en pleine forme. Hein. Bon, tout peut nous arriver, mais non, le sport, c'est la base d'une bonne santé. Le mouvement, c'est fondamental. Quoi. Le mouvement d'abord. Ah Ouais, oui. ouais. Et aussi se forcer, ne pas se contenter de dire oh bah j'ai bien marché ou j'ai bien roulé ou j'ai bien couru. Je courais aussi avant tant que les genoux le permettaient quoi. Mais faut aller au-delà de ce que la mécanique nous propose au départ quoi. Faut se faire violence. Faut se faire Des violence. fois, on n'a pas envie. Eh ben faut y aller. Ok, Ah oui. faut y aller, Faut faut y se aller. pousser. Voilà. Et au retour, on est content et on se dit bah tiens j'ai bien fait de le faire. On gagne en estime de soi quand on va plus loin. En estime, en confiance. En confiance parce que moi si j'ai pu faire nos Paris-Brest dans ces délais ou les diagonales partir comme ça, on me dit t'es à moitié fou, mais non, moi, dans le fond de ma tête je sais que je suis pas fou, c'est que je me connais et je sais que les Paris-Brest, je ne suis jamais arrivé détruit et donc je savais qu'une diagonale, si tout allait bien, je n'arriverais pas détruit. Quoi. Donc ça permet de connaître nos limites. Des collègues de ton club, tu arrives à les engager vers les diagonales? Diagonale encore pas, j'espère que oui, parce qu'on avait fait un WhatsApp et puis à chaque arrivée je faisais un compte rendu, là, donc j'espère que je vais en engager. On a réussi à en faire venir sur le Paris-Brest, on a commencé à 2 en 2011, on était 8 en 2023, donc j'espère que là, mon expérience de diagonale, j'ai réussi à faire organiser le Tour de Bretagne, on est allé avec un jumelage en Allemagne et les copains ont découvert que faire 180-200 km et de répéter, ils se sont rendus compte que c'était réalisable. Donc oui, j'espère que ça va faire des petits. Alors, la prochaine, tu vas préparer en 2026 Dunkerque-Menton, Menton-Hendaye. C'est C'est mon objectif pour oui. l'instant, avec une coupure entre les deux de la même manière? Oh bah je pense oui parce que comme ça prend familialement aussi, ça permet de passer un week-end et de découvrir. Nous on a découvert Strasbourg, on a découvert Perpignan et là ça permettrait de découvrir Menton. Quoi. Dunkerque-Menton, tu peux le faire en passant par des grands cols des Alpes. Tu sais si tu vas chercher une trace plutôt avec du dénivelé ou pas trop? Ben, je serais plutôt tendance là, à ne pas être kamikaze. Je l'avoue, là j'ai fait donc Perpignan-Strasbourg en longeant le Rhône, la Saône, le Doubs. Non, je ne suis pas allé chercher trop la difficulté là. Ouais, Okay. Non, je manque d'expérience pour vraiment en rajouter. Et Menton-Hendaye, on dit souvent qu'elle est petite, mais qu'elle peut être très piégeuse par du vent de face. C'est ce qu'on entend. Bah, c'est ce qu'on m'a dit, oui. J'ai écouté le podcast de Jean-Claude qui en parle de ce problème. Ouais. Tu te disais que tu en avais eu en partant de Brest, du vent de face, qui était pleine face. Ouais. Comment tu gères? Tu vas lentement, t'attends? Alors, j'ai oublié de dire, mon vélo, je l'ai équipé de prolongateurs. Ah, Et alors ça, c'est fondamental. Ah bah, j'ai apprécié. Alors, deux raisons. Aérodynamiquement, là, on sent la différence entre être sur les prolongateurs ou être sur les cocottes. Et puis, au début, j'avais un peu de peine, mais j'ai compris le système. Et dès l'instant, on est en appui sur les coudes, bien comme il faut, on relâche tout le dos, toutes les épaules. Et là, on est vraiment en confort et on enquille les kilomètres. Et là, ça roule. Ah, c'est précieux. Hein, moi, je conseille les prolongateurs. c'est-à-dire que tu fais presque plus de kilomètres sur les prolongateurs Oui. que sur les cocottes. Oui, au début, on me disait, c'est pour te délasser. Et ben, je disais à la fin, je me délassais des prolongateurs en me mettant sur les cocottes. Oui. Et j'imagine que tu évites aussi pour du long tout ce qui est fourmillement des mains, Tout etc. à fait. Voilà. Ah non, c'est un vrai confort. Par contre, c'est bien en solo le prolongateur. En groupe, les freins sont plus loin et tout, je le recommande pas. Mais en solo, ah oui, je ne les enlèverai pas. Et si on parle de confort des prolongateurs, tes prolongateurs sont à même du cintre ou tu as une entretoise pour qu'ils soient un peu plus hauts? Ils sont à 5 cm. 5 cm, Ouais, 5 mm. 50 mm. Ouais, pour gagner en confort. Voilà.
Je pense que c'est, à mon avis, une Et, très bonne chose. et autre chose que j'ai découvert, c'est que mon GPS, je l'ai mis entre mes prolongateurs presque à l'extrémité. Et quand je veux le regarder, je ne quitte pratiquement pas les yeux de la route. C'est un peu comme un compteur de voiture. On l'a dans l'axe. Alors qu'autrement, on vient le chercher sur le cintre et on penche la tête. Que là, Ok. je le voyais pratiquement sans bouger la tête. Tu l'as mis sur le haut du Oui, prolongateur? presque au Ok. bout. Ouais. Ok, Mm. très bien. Il faudrait qu'on puisse mettre dans les podcasts une photo de tous les vélos, ce serait bien pour voir à quoi ça ressemble. Ouais. On va arriver à la fin de ce podcast. Souhaites-tu ajouter autre chose? Ben, j'oserais dire en conclusion, parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti. Il faut pas se faire mal, mais il faut se provoquer. Il faut se donner des objectifs, se mettre une idée en tête, s'entraîner. Il ne faut pas partir comme un imbécile dans quelque chose qu'on ne saurait pas faire, mais il faut se dire on ne connaît pas nos limites. On est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on a déjà fait et on ne soupçonne pas ce quoi on est capable. C'est important. Nos Ouais. limites, il faut aller au-delà que celles qu'on se Au-delà, donne. sortir de notre zone de confort. Merci beaucoup Gilles pour avoir partagé ton expérience élargie sur la longue distance entre Paris-Brest et les diagonales. Merci à tous de nous avoir écoutés. Encore une fois, je vous remercie pour vos nombreux commentaires. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez une diagonale à partager ou un autre commentaire, une suggestion à diagonaliste@gmail.com. Merci beaucoup Gilles. Merci Marc. Au revoir.